HCFR, le podcast tech. We know the air is unfit to breathe, the food is unfit to eat. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans cette version 4.2 d'HCFR le podcast tech. Dans cette émission un peu spéciale, Bernard alias Keke et Eric alias Dub sont allés à la rencontre de Frédéric Ponce de chez Son Passion. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'audio vintage. Bonne écoute à toutes et à tous. Alors le parcours il est simple, à l'âge de 20 ans j'ai donc décidé, après avoir eu mon bac, de travailler dans la hi-fi et pas autre chose parce que c'était ma passion. C'était en quelle année ? On était en 94, Ah oui. donc il y a presque 25 ans maintenant. Et pour ce faire, donc j'ai envoyé 200 candidatures spontanées en région parisienne, aussi bien chez Darty que chez Présence Rive Gauche ou IFI Station 2001, des gens comme ça. Et bien sûr, ça n'est pas eux qui m'ont rappelé, ça a été Conforama à Bondy, pour lequel j'ai travaillé 1 an à vendre des chaînes intégrées. Bon, il y avait encore des enceintes 3A qui me plaisaient un petit peu. Et de là, je me suis dit, tu peux pas rester ici, donc je me suis trouvé une formation qui s'appelait à l'AFPA, la formation pour les adultes de Champs-sur-Marne, où pendant 1 an, ça s'appelait technicien de maintenance en électronique grand public. On allait nous apprendre l'électronique. Donc au début, 3 mois de base, difficile, où vous apprenez chaque composant un par un, la diode, le transistor, le condensateur, la résistance. Et donc là, il y a beaucoup de choses à emmagasiner. Donc sur 3 mois, ça nécessite énormément de boulot. Au-delà des 8 heures de cours, 5 jours par semaine, ça représentait peut-être, j'en ai pleuré, je m'en rappelle à l'époque, facilement 5 ou 6 heures de boulot quotidien à la maison en plus. Passé ces 3 mois de base, on attaque le plus facile, l'audio. Alors là, l'audio, moi j'étais aux anges. Alors l'ampli d'abord, ensuite les platines cassettes, les lecteurs CD, la platine vinyle. Bon, 1 mois seulement pour voir l'audio parce que c'est quelque chose de facile, entre guillemets. Et puis ensuite, pendant 7 mois, au cul du tube cathodique en train de dépanner le TV couleur. Et donc je suis ressorti diplômé de l'AFPA avec un diplôme reconnu Bac+1, mais en fait surtout avec un vrai savoir-faire et ce sentiment que l'électronique c'est facile et qu'avec l'électronique on peut tout faire. Donc, Ce qui n'est pas entièrement faux. voilà. Et donc là, avant même d'avoir fini cette formation, j'avais trouvé à travailler comme vendeur hi-fi chez Hillel à Paris, boulevard Magenta, le samedi, où je me régalais parce que j'avais accès à... On vendait aussi bien NAD, Rotel, Cambridge que des marques plus haut de gamme comme JBL, Cabas en enceinte et puis Macintosh à Q-Phase. Et là, j'avoue qu'à 20 ans, ça me faisait bien rêver. Voilà. Le jour où j'ai eu mon diplôme et que la formation s'est terminée, j'ai été pris à plein temps chez Hillel, où j'ai rencontré ma femme qui était à la caisse et qui m'a fait 2 beaux enfants depuis. Voilà. Et c'est une très bonne école de vente puisque les frères Hillel mettaient en compétition leurs vendeurs pour qu'ils soient plus productifs. Donc c'était une bonne école de vente. Ça m'a permis de découvrir un certain nombre de produits. Au bout de 3 ans, donc, j'ai quitté Hillel et j'ai été embauché par Monsieur Lefebvre d'un magasin qui s'appelait Lyric dans le 7e, où là, c'était clairement plus axé haut de gamme. On vendait donc Q-Phase, Macintosh, Krell, et autres produits du genre. Et là, j'ai été donc pendant 8 ans responsable de la boutique où je m'occupais un petit peu de tout. Je faisais aussi bien les achats, la tenue du point de vente, les installations chez les clients, la rédaction des publicités mensuelles dans les revues comme la revue du son,
Et je me suis vraiment régalé. D'ailleurs, Monsieur Lefebvre était un ingénieur des mines, techniquement assez calé, et on s'est bien trouvé puisque ensemble on expérimentait un certain nombre de choses en termes de mesures notamment et d'analyse des appareils que les différents importateurs et fabricants pouvaient nous proposer. Et donc j'ai vraiment beaucoup appris avec Monsieur Lefebvre, c'était très intéressant. Il avait son caractère, moi aussi. C'était voilà, à la fin c'était un peu épique. Bon. Et puis à l'issue donc après Lyric, on a essayé avec un ami qui revenait des États-Unis de racheter la boutique Lyric. Ça s'est pas bien passé et du coup on a décidé d'ouvrir notre propre magasin. C'était en 2006, qui s'appelait Music Hall dans le 10e. Music Hall étant simplement un groupement de magasins où les magasins ayant leur indépendance se groupaient pour acheter la publicité dans la presse spécialisée. Après, on était absolument maître de notre sélection de produits, voilà. Et donc, je suis resté une petite année gérant de ce magasin avec Benoît. Et puis, sans qu'on se fâche, j'ai décidé de le laisser continuer tout seul parce que on avait du mal à diriger la boutique tous les deux, avec deux caractères forts. On discutait, les décisions ne se prenaient pas, et les enjeux financiers étaient tels qu'il fallait prendre des décisions. Et donc j'ai préféré le laisser continuer tout seul. Et c'était de la hi-fi haut de gamme. Alors là, c'était un peu curieux parce qu'on mêlait déjà la hi-fi haut de gamme neuve. On vendait Acufaz, Macintosh, des marques de ce genre-là. Et en même temps, on travaillait aussi pas mal les Macintosh anciens, des vieux Fisher, des marques comme ça, du tube et du transistor. Des Garrard, des vieilles enceintes JBL, mais qui étaient dans l'auditorium présentés au même titre que des appareils contemporains de haut de gamme. Voilà. J'ai donc quitté Benoît, qui a continué seul l'aventure pendant une petite dizaine d'années. Il vient aujourd'hui de faire muer la boutique vers... c'est devenu un restaurant avec une décoration... Décoration hi-fi. Hi-fi avec voilà, du Macintosh à tube sur l'étagère. Et on écoute visiblement sur une Torrens des disques de jazz qui passent sur des enceintes Celestion ou des choses comme ça. Voilà. Moi, de mon côté, pour subsister à l'époque, je n'avais plus aucun droit au chômage, il fallait bien vivre. J'ai donc été contraint de vendre sur eBay des appareils hi-fi personnels. Et puis, ces appareils se sont bien vendus, et je me suis dit, rachète-en. Et automatiquement, de fil en aiguille, son passion est née. On est en 2007 et officiellement son passion est née en janvier 2008. Ah, donc on a 10 ans, l'anniversaire est récent. Oui, on a passé les 10 ans, enfin j'ai passé les 10 ans puisque son passion, je suis seul avec l'aide de madame qui est la préposée au colis. Bon. Voilà. Et alors son passion au début, il a évolué au cours de cette décennie. Au départ, son passion achetait du matériel hi-fi ancien, d'abord parce que je me régalais à le découvrir, je le nettoyais, je le réglais, je le mettais en valeur et je le revendais. Ça se passait très bien et je partais dans toutes les directions. J'ai fait beaucoup d'enceintes Cabas parce que j'ai beaucoup aimé les productions de la marque. Et puis les électroniques, ça pouvait vraiment être un tas de marques. Kenwood, Macintosh, Acufaz, s'ensuit, Pioneer, Sony. Beaucoup de japonais, j'avoue. Quand même beaucoup de japonais. Dans Un peu de Denon aussi. Un peu de Denon, bien sûr, oui. Et puis... plus j'ai découvert le matériel ancien de marques diverses, une marque est sortie du lot.
Eh oui, alors je le dis pour nos auditeurs qui évidemment ne vous voient pas, mais que vous arborez un t-shirt avec votre marque fétiche. Absolument, oui. Donc s'ensuit, pour la citer, où là, j'ai découvert, dans la restitution de ces appareils, une jovialité, un côté entraînant, foot tapping, pour prendre un terme anglais, quelque chose vraiment d'extrêmement plaisant, d'extrêmement impliquant, qui fait vivre la musique peut-être avec plus de dynamisme que d'autres. Bon, après, il est difficile de faire des généralités, mais c'est une marque qui sortait un petit peu du lot. Et puis, progressivement, les années passant aussi, les appareils vieillissant, je rencontrais de plus en plus de problèmes techniques dans ces appareils. Et donc, je me suis remis à l'électronique. Et j'ai tenté de restaurer entièrement ces vieux appareils. Et là, ça a été le choc. Le choc pourquoi ? Parce que j'ai découvert des sonorités fabuleuses. Du détail, de la dynamique, de l'ouverture, de la chaleur. Quelque chose qui me faisait bien plus plaisir encore que lorsque je démontrais des marques de très haute gamme en boutique. À ce propos, je me permets une chose. Bon, quand j'essaye de convaincre un certain nombre de personnes de ce que le matériel ancien vaut un peu plus qu'un simple détour, un simple coup d'œil amusé, je rencontre toujours la même objection à laquelle je réponds: quand c'est bon un jour, c'est bon toujours. Mais il y a des légendes urbaines, c'est-à-dire, voilà, dans le matériel ancien, on n'aurait pas la transparence, on n'aurait pas la puissance nécessaire, on aurait fait des progrès techniques depuis, les choses ne sont plus du tout comme avant. Qu'est-ce que vous en pensez, vu de l'intérieur et des entrailles de la bête? Moi, ce que j'en pense, c'est que les électroniques de l'origine, si on se met au début des transistors, à la fin des années 60, début des années 70, les constructeurs mettaient en œuvre des schémas extrêmement simples, faits de peu de composants. Et donc ces schémas, je dis souvent que sous prétexte d'évolution technologique, on a tué la musique. Pourquoi ? Parce qu'en compliquant un schéma pour le rendre plus puissant, pour avoir un meilleur taux de distorsion, une bande passante mesurée plus large, et bien finalement, à chaque transistor, le faible signal musical qui transite dans le transistor, à chaque passage dans un transistor, il s'abîme. Toujours un petit peu plus. Et donc, je pense que c'est une grande force sur ces schémas extrêmement simples des origines, musicalement, que d'avoir peu de composants. Parce que la musique est ainsi préservée et qu'on se retrouve à la sortie avec quelque chose de réellement très musical. D'autant que j'ai regardé un petit peu, puisque j'ai moi-même un Sansui, je vous l'ai dit, oui. Un bon vieil ampli-tuner avec lequel j'ai débuté ma carrière d'auditeur. Bien sûr. Voilà. D'autant que c'est tout de même du matériel qui, à l'époque, coûtait quand même des sommes notables, parfois même des sommes respectables. Ah oui, puisque, bon, moi j'étais pas né en 1970 par exemple, je suis arrivé peu après. À titre d'exemple, en 1972, j'ai pu avoir un tarif Sansui français, l'AU 999 qui était l'intégré top of the line, haut de gamme, de la marque, valait un petit peu plus de 3000 francs. Ce qui, d'après mes recherches, doit équivaloir environ à 6 mois de salaire au SMIC, ce qui est quand même conséquent. Oui, tout à fait. Ça équivaudrait aujourd'hui peut-être à un produit à 7 ou 8 000 euros. Donc on n'est pas dans quelque chose d'abordable. Et pourtant, les anciens du métier avec qui j'ai collaboré sont venus me raconter, en 1970, la queue le samedi à l'extérieur du magasin. C'était l'âge d'or de la hi-fi et il s'en est vendu énormément. Tout à fait. D'après ce qu'on m'a raconté. Quand je travaillais en boutique, j'en rêvais, moi, de la queue dehors le samedi. Oui.
ça ne se voit qu'à la FNAC pour acheter des baladeurs MP3. Oui, voilà, mais là, on parlait quand même de matériel déjà d'un niveau de gamme important. Alors à propos de ces Sansui, je crois qu'il y a d'une part plusieurs vagues d'appareils, et puis d'autre part, vous avez des chouchous. Oui, bien sûr. En fait, pour faire simple, plus ils sont anciens et plus j'ai tendance à les aimer. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça sera les plus simples de conception et souvent ceux qui, pour moi en tout cas, me donnent le plus de plaisir à l'écoute. Et donc, alors, il faut le dire quand même, les premiers intégrés transistorisés Sansui qu'on voit apparaître avec la U777 en 1967, je dirais que jusqu'à 1975, tous les produits que la marque a pu produire sont vraiment exceptionnels de musicalité. Passé 1975, gamme après gamme, je le vois bien dans la construction des appareils, le constructeur a cherché à commencer à gagner de l'argent, à économiser de ci, de là. Alors, les boutons en plastique au lieu d'être en aluminium, les capots de blindage des transformateurs qui s'en vont, un tas de choses, et d'année en année, on commence à régresser. Oui. En revanche, là où ça progresse, c'est ce que je disais tout à l'heure, on gagne en puissance. Les puissances augmentent, ce qui dans une majorité de cas apporte absolument rien à l'écoute. On n'en a pas vraiment besoin dans une grande majorité de cas. C'est un point que je voudrais peut-être avoir une explication s'il y en a une. Bon, j'ai été très surpris en rebranchant mon ampli tuner 800. Oui. Alors je ne sais plus exactement quel est le nom du modèle, ça doit être Solid State 800. Oui, Solid State voulait dire transistor. Voilà. Par curiosité, je l'ai branché quelques instants sur mes 3 voies. 2 fois 22 watts le 800. Il est annoncé pour 2 fois 22 watts. Il y a un petit peu moins de puissance que ce que j'utilise d'habitude, mais on est loin d'être ridicule. Et alors pourquoi Regardez, le rendement moyen d'une enceinte acoustique est souvent la barre, c'est 90 décibels pour 1 watt à 1 mètre de l'enceinte. C'est la norme de mesure. Et donc 90 décibels, c'est déjà très fort. Oui. Quand on est chez soi, c'est déjà très fort. 90 décibels, c'est à peu près ce que vous pourriez mesurer avec un sonomètre en vous collant sur un boulevard parisien à 1 heure de grand passage. Donc c'est extrêmement bruyant, avec 1 watt. Donc, à part pour des enceintes au rendement extrêmement bas, nous n'avons pas vraiment besoin de grande puissance pour se faire extrêmement plaisir à la maison. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Non. Et alors dès que l'enceinte, vous voyez, moi je vous disais que j'aime beaucoup les enceintes cabasses. Les enceintes cabasses ont généralement des bons rendements. Il n'est pas rare qu'elles fassent 94 ou 95 décibels de rendement. Et avec 1 watt, mais c'est énorme. C'est énorme. Oui, si je compte rapidement, 2, 4, 8, avec 8 watts, on passe la barre des 100 décibels. C'est ça. Et je crois qu'avec un 22 watts, on doit pouvoir reproduire au 1 sur 1 le décollage d'un Concorde, s'il y en a encore un quelque part qui fonctionne. C'est à peu près ça. Moi-même, j'ai des enceintes cabasses rares, professionnelles, qui font 106 dB de rendement. Oui. Rendez-vous compte, vous leur donnez 1 watt, elles vous rendent 106 décibels à 1 mètre. C'est énorme. Et on est vite arrivé aux 120 dB du seuil de douleur. Oui. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, par exemple, les dancing et autres salles de concert, il me semble que sont limitées à 105 dB par la loi. Donc, avec mes enceintes cabasses, je n'ai pas le droit de dépenser plus d'1 watt. Ah oui, peut-être même moins. Peut-être même moins. Donc sur les Sansui de cette époque, la puissance n'est pas du tout un obstacle. Personne n'a besoin de réellement 2 fois 100 watts ou 2 fois 200 watts chez lui. Je crois que la puissance n'est jamais un obstacle. Ce sont les commerçants qui ont voulu nous faire croire, la presse a voulu nous faire croire qu'il fallait des monstres de puissance pour, à bas volume, avoir une musicalité correcte.
Je suis désolé, mais je pense que ce sont des fausses idées qu'on a voulu nous faire passer. Et techniquement, ça se vérifie très bien, on vient de l'expliquer. Alors, ce qui serait peut-être également intéressant, bon, moi je vais les énumérer, mais je ne vais pas les énumérer dans un ordre chronologique parce que je ne m'y connais pas assez. Il y a, je crois, un certain nombre de modèles, 222, 555, 666, 777, 999. Alors oui. Donc je les ai cités en vrac. Là, vous me prenez par les sentiments, ce sont mes préférés. Oui, ce sont vos chouchous. Ce sont mes chouchous. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, plus ils sont anciens et plus je les trouve bons musicalement. Ce sont les premières séries. Est arrivé le 777 en 1967, suivi de près par les 222 et 555 en 1968. Et arrivait le gros modèle, le 999 en 1970. Ensuite, une deuxième série, toujours à triple numéro, est venue compléter et côtoyer ces appareils au catalogue dès 1971. C'était les AU 555A, AU 666 et AU 888. La AU 666 apporte quelque chose de plus. Enfin, disons que c'est une nouveauté technologique. C'était le premier intégré sans suie avec un étage de sortie fait de transistors complémentaires. Auparavant, nous n'avions que des transistors NPN qui constituaient le push-pull de sortie, et le 666 c'est le premier appareil de la marque à transistors complémentaires. Aujourd'hui, vous ne trouverez pour ainsi dire plus que des push-pull faits de transistors complémentaires. Un transistor positif, un transistor négatif. NPN, PNP. Voilà, donc ça marque c'est une avancée, mais qui finalement à l'écoute ne change pas tout, parce que la topologie globale du schéma de cet appareil reste strictement la même que ce qu'on trouvait sur les autres, et donc la sonorité familiale est à l'évidence toujours là. Et donc oui, ces séries à triple numéro, AU 222, 555, 777, 888, 999, 666 j'ai oublié, sont pour moi les meilleurs intégrés que Sansuy ait pu produire à l'époque. Ensuite, les produits restent très intéressants. Sont sortis ensuite la série des AU 6500 à 9500. 9500 est un gros appareil déjà plus puissant, 2 fois 80 watts efficace sous 8 ohms, les deux canons en service, ça commence à faire. C'est un gros bébé de 50 cm de large qui pèse 24 kg tout de même, avec une belle alimentation à transfo commun, mais double mono, parce que double redressement et filtrage par condensateur séparé pour chaque voix. Beaucoup trouvent que cet appareil serait peut-être le meilleur, mais c'est difficile de dire le meilleur parce que ça dépend tellement du mariage, des attentes de chacun, de ce qu'on souhaite obtenir comme résultat. Je trouve moi qu'on régresse un poil sur la transparence et la richesse harmonique des premiers à triple numéro qui ressemblent finalement plus aux électroniques à tube d'antan. Avec une richesse, une jovialité, une finesse qui a tendance sur les modèles qui ont suivi à se perdre. Et pour prendre un exemple concret, si j'étage en gamme, il y aurait AU 222, au sommet AU 999, entre les deux AU 555. Quels seraient les tarifs actuels de ce type d'appareil? Globalement, moi, c'est des produits que je vends pour les plus petits à partir de 600 ou 700 euros, et ça va jusqu'à un billet de 2000 euros pour un AU 999 remis entièrement presque à neuf. C'est presque de la reconstruction. Et puis l'AU 999 a aussi besoin de certaines optimisations parce que à l'époque la source hi-fi c'était le vinyle. Oui. Aujourd'hui on a du numérique, on a des lecteurs CD, on a des DAC. Les tuneurs d'époque sortaient une centaine de millivolts. Un lecteur CD aujourd'hui sort facilement 1 volt, quand c'est pas 2. Et d'où la question, pourquoi ne pas les laisser en l'état de l'époque, et que veut dire rénover?
Alors, certains modèles, ça se passe bien avec nos sources actuelles à niveau très élevé, mais la U999 et le 888 sont un petit peu particuliers et nécessitent quand même des modifications pour leur permettre de fonctionner correctement avec nos sources actuelles. Sinon, avec un disque enregistré un petit peu fort, l'écrêtage n'est pas loin. Dès les étages de préamplification, et donc il y a des modifs à apporter. Après, de toute manière, ce sont des appareils qui ont quasiment 50 ans d'âge. Oui. Les composants vieillissent, les contacts s'oxydent, il faut absolument reprendre tout ça. Et aujourd'hui, son patient, en 2018, a à sa disposition des composants qui ont été conçus pour l'audio, ce que le constructeur s'ensuit n'avait pas à l'époque. Alors peut-être que je parviens, par un choix savant des condensateurs que j'utilise à divers endroits du schéma en fonction de leur rôle, peut-être à aller plus loin que ce que faisait un ampli Sansui 999 par exemple, à l'époque neuf, sorti de sa boîte. D'accord, et c'est ce que signifie le sigle SSP. Alors le sigle SSP signifie spécial son patient, Voilà. pour dire que j'ai fait le maximum pour essayer de tirer le maximum possible, tout en respectant quand même la conception de l'appareil, mais essayer de l'amener le plus loin possible musicalement. Donc je résume, vous m'arrêtez si je me trompe. Il ne s'agit pas simplement pour vous d'acheter un vieil appareil pas cher sur une brocante. Vous achetez des appareils qui ont un certain état de départ, vous avez déjà des exigences. Alors je fais déjà très attention à l'état esthétique, oui. Il faut surtout pas acheter un appareil qui est oxydé, par exemple, parce qu'une oxydation apparente sur un capot, mais c'est aussi des oxydations cachées. Transformateur, potentiomètre, contacteur. Donc, il faut essayer, si on veut réellement obtenir de bonnes choses de ces appareils, de les trouver en bon état. Et ensuite, ça représente des dizaines et des dizaines d'heures de travail pour chaque appareil, avant de leur rendre toute la fougue de leur jeunesse. Parce que si je comprends bien, il ne s'agit pas simplement d'une remise en fonction, d'une remise en état, il s'agit de revenir au niveau de l'appareil quand il était neuf, et ensuite de dépasser ce niveau. Et oui, autant que possible. Autant que possible. Voilà. D'ailleurs aujourd'hui, je garantis mes appareils 2 ans. Des appareils qui ont 50 ans sur lesquels je donne une garantie de 2 ans officielle. J'ai moins de retours en SAV avec ces vieilleries de 50 ans que lorsque je vendais des marques comme Macintosh en boutique au début de notre siècle. Peut-être aussi le fait que Sansui pratiquait pas spécialement l'obsolescence dans les années 60 et 70. Sansui et les autres, de toute manière. Et je ressens bien un virage, moi, à partir de 1973, mais un virage général qui n'est pas propre qu'à Sansui. Toutes les marques japonaises, je trouve que passé 1973, on ressent qu'ils cherchent à gagner de l'argent. On ne peut pas encore parler d'obsolescence programmée, non. Mais des économies sont clairement réalisées dans la réalisation. Il reste quand même quelques marques pour lesquelles, pour ma part, j'ai une tendresse coupable, que je m'entends régulièrement dire, dans la mesure où c'est japonais, que ce n'est pas de la hi-fi, ce qui, moi, me stupéfie quand on connaît quand on connaît le Japon et l'amour qu'ils peuvent avoir pour la musique et pour la hi-fi. Bon. Je pense à pas mal de modèles de chez Yamaha, quelques modèles de chez Denon. Je vous ai dit que j'ai eu aussi un PMA 500. Oui. Bon, c'est un peu plus tardif que 73 malgré tout, mais 74. Voilà. Donc c'est encore très très proche. 75. Bon. Oui, mais là on est encore dans ce que j'appelle la belle époque. Bon. D'ailleurs, ça peut, mais c'est d'une manière générale que je commence à ressentir le début d'un changement à partir de 1973 pour tout le monde. Il y a aussi d'autres avantages, un charme esthétique indéniable. Oui.
des valeurs sentimentales parfois. Beaucoup de mes clients sont des gens qui ont entre 50 et 65 ans. Ils étaient étudiants en 1970, ils rêvaient devant les boutiques des magasins. Malheureusement, c'était difficile pour eux. Ils arrivaient à peine à se payer après avoir travaillé 2 mois l'été un petit AU 222. Bon, aujourd'hui, ils ont fait leur carrière, les enfants sont grands. Ils vont pouvoir s'acheter des gros 999 qui les ont tant fait rêver à l'époque. Je partage ce plaisir coupable. Pour beaucoup. C'est beaucoup ça. Mais j'ai aussi beaucoup de clients qui ont eu un grand parcours dans la hi-fi, qui ont eu beaucoup de très très belles choses pendant 30 ans, parfois 40 ans, et qui systématiquement, à l'écoute d'un petit sans-suite, c'est des origines du transistor, se régalent. Même si ça n'est pas plus performant que leur gros système. Mais en tout cas, en termes de plaisir, ça rivalise. Intégrer, c'est une bonne chose. Vous devinez la question que je vais vous poser, et en amont et en aval. En source, je crois que Sansui a fait aussi quelques tuners. Ah, Sansui a fait des très bons tuners, oui. Oui, Sansui a fait des très bons tuners, bien sûr. Oui. Ils ont après fait des lecteurs CD, les platines vinyles, ils ont fait de très très jolies choses aussi également. Et ça, c'est très peu connu, je pense. Oh, je pense que les tuners Sansui ont quand même une belle réputation. Mais les platines tourne-disques, je ne suis pas certain. Oui, effectivement. Pourtant, il y a eu très très belles choses de réalisées par Sansui, mais par les autres Japonais aussi. Globalement, les Japonais faisaient quand même, dans la majorité, dans ces années-là, des produits splendides, increvables. C'était vraiment conçu pour durer. Et puis une platine vinyle, c'est quelque chose qui reste simple. Et du moment où on prend la peine de faire quelque chose de bien conçu, de massif, solide, il n'y a pas de raison que les performances ne soient pas au rendez-vous, pour peu qu'on la couple à un phonocapteur de qualité. Ah, ben à ce propos, je me suis laissé dire que vous proposez également des platines vinyles, et je crois que vous proposez une cellule fétiche peut-être, la Q-Tex. Ah, alors aujourd'hui, mon activité est centrée essentiellement sur la restauration et l'optimisation des amplis. Je reste un passionné de toujours, et par conséquent, parfois, quand je vois une belle platine vinyle Sansui passer, je ne peux pas me retenir, il faut que je l'acquière, ne serait-ce que pour jouer avec, la restaurer, la régler, et puis après, je la vendrai à un de mes clients qui s'en régalera. Et effectivement, après avoir essayé, je vendais en boutique des cellules magiques telles que les Koetsu, par exemple, à des budgets déjà conséquents. Aujourd'hui, même à titre personnel, je me fais plaisir avec une petite cellule américaine des années 80, une Accutex 412, qui est en fait une cellule à aimant mobile, MM, mais qui dispose d'un diamant à taille Shibata, ce qu'on rencontrerait aujourd'hui sur une orthophon OM Black par exemple. Le truc, c'est que ces cellules des années 80, il y a eu des vieux stocks d'importateurs qui se sont retrouvés à la vente sur Internet, et parfois elles étaient vendues une centaine d'euros. Alors forcément, vu les qualités de ces cellules, eh ben moi je préfère utiliser mon Accutex à 100 euros qui me donne énormément de plaisir, plutôt que d'aller investir des milliers d'euros dans une Koetsu où au premier coup de chiffon, on va s'en vouloir un moment, je pense. Oui, effectivement. Parce que si vous embarquez avec le chiffon, le cantilever, c'est vite arrivé. Hein. Oui, je sais. Je m'approche de ma platine à moi-même qu'avec crainte et tremblement. Je me trompe ou vous avez également une deuxième passion, peut-être pas autant que pour Sansui, mais pour les enceintes d'un producteur français ah oui, j'ai beaucoup extrêmement célèbre. J'aime beaucoup les vieilles enceintes Cabas, ça c'est certain. Je crois le remarquer. J'aime beaucoup
d'abord, ce sont des enceintes qui ont du rendement et qui ont une esthétique sonore qui, pour moi, mise tout sur le réalisme. Et c'est ce qui m'intéresse. La musique, ça doit être vivant, ça doit être réaliste, ça doit être détaillé. Georges Cabas était issu d'une famille de luthiers et il nous a conçu des enceintes qui sont extrêmement probantes dans leur restitution. Et c'est pour ça que je les aime, parce que je leur trouve un niveau de détail, un dynamisme et un équilibre qui me semble proche de la réalité. Alors bien d'autres constructeurs, bien d'autres enceintes me plaisent, mais vraiment Cabas a été très prolifique et entre 1955 peut-être pour les premières et jusqu'à l'aube des années 90, quasiment toutes les enceintes Cabas étaient des réussites et il s'en est vendu sur le sol français des millions et des millions, on le voit bien aujourd'hui. Non, oui, je suis un inconditionnel amoureux de la marque, c'est certain. Semble. Oui, oui. Et quel modèle plus précisément se marierait avec Sansui, évidemment? Pour moi, le modèle moyen de gamme, disons, le plus représentatif de la marque, c'est la Sampan 311, qui avait d'ailleurs été utilisée dans les studios de Radio France, par exemple, avec aussi les Galion 3 VTA. Voilà, la Sampan 311, qui est une 3 voix mettant en œuvre des haut-parleurs à dôme dans le médium et l'aigu, avec un grave de 30 cm installé dans une charge close. Ça, c'est vraiment, pour moi, peut-être la plus grande réussite de la marque. C'est une enceinte, la Sampan 311, dont on voit les premiers modèles arriver en 1974, et elle a évolué jusqu'en 1989, si je ne dis pas de bêtises. Quand même une durée de vie produit de 15 exceptionnelle. ans, oui, les Sampans, quand j'étais... j'allais dire quand j'étais adolescent, mais non, j'étais encore enfant, je devais avoir 11-12 ans. À cet âge-là, on n'est pas encore adolescent. Même à l'époque, en tout cas, on n'était pas. L'un des voisins de mes parents avait des Sampans. C'était juste après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, donc c'était... des 80. C'était oui. Noël 74. Valéry Giscard pardon, d'Estaing. j'ai confondu Non, avec pas Mitterrand. Oui. Pas exactement la même chose. Non. et il est resté un inconditionnel de la marque en montant progressivement en modèle petit à petit jusqu'en 89-90. Et je crois qu'il a terminé... Voilà, il a eu des Galions. Sampan, Galion, Brigantin. Voilà, des Brigantins. Voilà, il a terminé avec ça. Je crois qu'il y a dû y avoir 2 modèles de Brigantins, si je me souviens bien. Oh non, plus que ça, puisque la Brigantin a commencé dès les années 60 en 3 voix, avec la Brigantin 3 qui mettait en œuvre des haut-parleurs papier. Et puis, comme pour les Sampan, en 1974 sont arrivés les haut-parleurs à dôme. Les premières avaient donc des dômes, c'était la Brigantin 372 qui était en 3 voix. Et ensuite on est passé avec un haut-parleur de bas médium à une enceinte 4 voix qui a eu 3 versions, la 4, la 5, la 6. Voilà, donc il avait les 4 voix. Voilà. Et il a changé une fois, donc il n'a pas eu les 3 modèles, mais il a dû en avoir 2 sur les 3 probablement. Et à chaque fois, ces enceintes étaient aussi déclinées en version active et parfois même asservies, dans le grave, avec un accéléromètre qui contrôle les déplacements de la membrane, de manière à corriger à l'entrée de l'amplification. Pour que ce soit... Je crois me souvenir que Cabas avait sorti également un amplificateur de puissance A1000 ou quelque chose comme ça. AM1000, oui. Hein, oui. Tout à fait. Oui. Un appareil réputé, assez austère esthétiquement, mais qui avait des qualités indéniables. Oui, j'ai entendu une fois, effectivement... Oui, non, c'est très bien. C'est pas mal. C'est très bien. Il y avait les AM 330 aussi, plus petits, en mono, que Cabas collait parfois directement au dos des enceintes pour les transformer en modèle actif. Tout à fait. C'était beaucoup utilisé dans le monde professionnel. Les radios, beaucoup. Voilà. Et pour finir, vous nous décrivez un petit peu votre système actuel.
Parce que vous avez des cabasses, mais elles sont peut-être un peu inhabituelles. Elles sont inhabituelles, oui, j'ai des cabasses Cyclone. C'est une enceinte que Cabas a produit pour les cinémas, les théâtres dans les années 70, qui mettent en œuvre un 36EY, qui est le haut-parleur qu'on retrouve dans la Brigantin, justement, mais pavillonné. C'est-à-dire un peu comme la voix du théâtre, c'est une enceinte où le grave a un pavillon, et puis ils ont pris les dômes de médium et d'aigu qu'on trouve dans le Sampan 311, qu'ils ont pavillonné là aussi pour en augmenter le rendement, et donc ça fait une enceinte 3 voix volumineuse, puisque c'est 90 cm de large, 1,10 m de haut et 75 cm de profondeur, 100 kg, 106 dB. Bon, c'est assez exceptionnel. J'ai eu la chance de pouvoir en récupérer une paire qui venait du théâtre des Mathurins. Oui. Et donc, je suis resté avec elle et je les garderai jusqu'à la fin, je pense. Alors, j'imagine, c'est pas le genre d'enceinte dont on se sépare. Non. Je suppose que c'est alimenté par un AU 999. Non, à titre personnel, je n'ai pas d'ampli. Ah bon? À titre personnel, je n'ai pas d'ampli, tout simplement parce que je dois écouter mes nouveaux amplis en permanence. Donc, mon ampli, c'est l'ampli de mes clients. Ah, très bien. Voilà. Et donc, quand vous en êtes satisfait sur votre paire d'enceintes, il peut aller sur le site chercher un nouveau propriétaire. Il peut partir. D'accord. Question bonus. Je vous en prie. La question de la prise casque. Alors, je vais commencer, et vous me direz après si je me trompe, mais je ne le pense pas. Je vais commencer par une petite déclaration de principe. Il se fait de nos jours des amplis casques extrêmement chers. Ils sont peut-être très bons. J'en ai un moi-même qui coûte, qui m'a coûté des centaines d'euros. Bon, mais je suis frappé par la médiocrité des prises casques qui sont donnés sur qui sont vendus avec les maillons hi-fi, notamment avec les intégrés, et qui ont bien de la peine à amplifier correctement un casque. Et je reste pour ma part surpris du résultat que j'obtiens. Alors j'ai un petit Revox A76, j'ai un Sansui, c'était pareil avec le Denon PMA 500 dans le temps. Je n'ai jamais eu de problème pour amplifier quelque casque que ce soit, ou presque. Et oui, mais parce que, en fait, sur ces appareils anciens, c'est l'ampli dédié aux enceintes qui va alimenter directement votre casque. Alors, bien sûr, il y a des résistances chutrices pour diminuer la puissance qui arrive à votre casque. Il est déwatté. Il est déwatté, mais à l'origine, vous avez le gros ampli, enfin même s'il fait 10 ou 20 watts, c'est beaucoup pour un casque, et c'est pourquoi vous avez souvent, donc dans ces appareils-là, ça peut alimenter quasiment, à mon avis, n'importe quel casque, même les plus difficiles, parce qu'il y a vraiment une réserve importante, et peut-être, je ne sais pas trop, je connais mal le sujet, mais j'imagine qu'aujourd'hui, les fabricants intègrent des amplis casques de puissance très très modeste. Oh, c'est pas toujours le... Disons que techniquement, le développement des baladeurs et des casques pour baladeurs fait qu'on a typiquement maintenant beaucoup de casques sur le marché qui sont à très forte sensibilité et à basse impédance. D'accord. Donc on peut se contenter de petits amplis qui ne sortent pas énormément, alors qui sortent 200, 300, 400, 500 milliwatts. D'accord. Et ça peut suffire. Mais il existe sur le marché, alors je cite toujours la même marque allemande d'un monsieur qui s'appelle Anderson, la marque s'appelle Amity, qui sortent 2 modèles d'ampli, et la puissance est typiquement 1 watt minimum, de 32 à 600 ohms. Mais mon ampli, qui est un audio valve, développe 8 watts. Voilà, et il se vend des amplis qui sortent beaucoup plus. Voilà. Bon.
Je ne suis pas totalement persuadé pour ma part qu'on ait réellement besoin de puissance aussi forte. Il existe quelques casques extrêmement difficiles, à sensibilité très basse, 80 décibels, 72 décibels, voilà, ou à impédance baroque. Je citais le cas de l'Ergo AMT qui est à 3 ohms. Il y a également chez Beyer un modèle qui s'appelle le T1 qui a la particularité, alors tous les électrodynamiques remontent en impédance dans le grave ou dans le haut grave. Lui, il remonte au-dessus de 1300 ohms, je crois. Ah oui. Donc il peut mettre à mal certains amplis, mais mis à part ces cas particuliers, j'ai été très surpris par mon petit ampli tuner qui alimente quasiment n'importe quel casque, y compris des casques anciens et relativement difficiles à l'heure actuelle. Ah, j'imagine que c'est avec cette réserve de l'ampli pour enceinte que ces amplis s'en sortent finalement très bien. Ah, très bien, oui. Je pense. Et on a des résistances sutrices qui en général ont des valeurs comprises entre 300 et 500 ohms, quelque chose comme ça. Donc, on peut imaginer que ça ne les dérange pas aussi bien d'alimenter, si l'impédance varie dans de grandes proportions, aussi bien de quelques ohms jusqu'à plusieurs centaines d'ohms. Je pense que compte tenu de cette résistance qui est intercalée là, c'est pour ça qu'ils s'en sortent bien, quelle que soit la courbe d'impédance du casque. D'accord. Alors qu'un petit montage fait d'ampli opérationnel ou de composants discrets, dédié au casque et peut-être optimisé pour fonctionner sur une centaine d'ohms ou une trentaine d'ohms, peut-être que si on remonte l'impédance à un moment de la courbe à une certaine fréquence à 1000 ohms, peut-être que là, il n'y arrive pas. C'est peut-être à cause de ça. Je ne saurais pas trop l'expliquer en fait. Bon, eh bien, je vous remercie et je rends l'antenne au studio de Cognac G. Merci à vous. Voilà.